La vitrine était illuminée comme si elle recelait un trésor. C'était le seul point de lumière dans cette rue étroite du vieux centre-ville, où les lampadaires ne fonctionnaient plus correctement, et où les trottoirs fissurés étaient jonchés de flaques d'eau après la pluie de l'après-midi. La robe était longue, couleur sable mouillé, et son tissu semblait respirer sous la lumière jaunâtre. Elle n'avait rien d'extravagant, ni broderie, ni brillance artificielle. Elle était simplement belle, d'une beauté presque douloureuse, comme certaines choses qui n'existent que pour nous rappeler ce qui nous est inaccessible. Clara s'arrêta devant la vitrine, comme tous les soirs en rentrant de l'arrêt de bus à sa petite chambre louée à l'arrière d'une maison du jardin das Acacias. Elle serrait contre elle un sac en simili-cuir usé sur les bords et portait sur ses épaules le poids invisible d'une journée entière passée derrière le comptoir d'une boulangerie, à sourire à des clients qui ne la quittaient jamais. L'odeur du pain et de la friture imprégnait encore ses cheveux, qu'elle gardait tirés en un chignon serré, non par goût, mais par nécessité. Ses chaussures étaient dans les mêmes depuis 2 ans. Son manteau lui venait d'une cousine partie en voyage et jamais revenue. Et la robe là, de l'autre côté de la vitre, était tout ce que Clara n'était pas, mais qu'elle rêvait secrètement d'être. Elle ne toucha pas le verre. Elle resta à distance, comme par respect d'une frontière invisible entre le monde des belles choses et le sien. Parfois, elle inclinait la tête, imaginant le drapé tomber sur ses épaules. D'autres fois, elle restait là, immobile, sentant le froid sur ses doigts et la chaleur dans ses yeux. Elle ne pleurait jamais. Clara avait oublié comment pleurer pour des choses qui ne dépendaient tant pas d'elle. Mais sa gorge se serra, et cela suffit. Personne n'était au courant de ce rituel. Personne ne posait de questions. Clara vivait seule depuis ses 17 ans, depuis que sa mère était partie à la campagne avec un homme qui n'aimait pas les belles filles. Elle n'avait jamais connu son père. Il avait une sœur aînée, Renata, qui s'était mariée jeune et vivait de l'autre côté de la ville, dans un quartier plus huppé, une vie qui semblait appartenir à une autre planète. Renata appelait de temps en temps, toujours pressée, toujours sur le ton de quelqu'un qui remplit une obligation. « Tout va bien, Clara ?»« Oui !» Et le silence entre elles était plus éloquent que n'importe quel mot. À la boulangerie, Clara était la première arrivée et la dernière partie. Elle nettoyait les tables sans se plaindre, servait les clients avec une douceur imperceptible, et supportait la grossièreté du propriétaire, M. Agénor, un homme petit et bedonnant, qui criait aussi facilement qu'il respirait. « Clara, le café est léger. Clara, cette vitrine est sale. Clara, tu crois que je te paie pour rêvasser ?» Elle baissa la tête et retourna travailler, non par lâcheté, mais par nécessité. Ce salaire lui permettait de payer le loyer, l'électricité et le riz aux haricots qu'elle mangeait seule tous les soirs, assise au bord de son lit, son assiette sur les genoux, et son téléphone portable diffusant des vidéos qu'elle ne regardait même pas vraiment. C'était une vie sans cruauté manifeste, mais sans aucune forme de bonté non plus. Personne ne la frappait, personne ne l'offensait par des paroles blessantes. Ce qu'il faisait était pire, il faisait comme si elle n'existait pas. Dans cette ville, Clara était transparente, une présence fonctionnelle, la fille de la boulangerie, celle qui vit seule, celle qui n'a personne. Un soir, alors qu'elle se tenait devant la vitrine du magasin, elle remarqua que quelqu'un l'observait. Ce n'était pas un regard comme les autres. C'était un homme assis sur un banc en bois de l'autre côté de la rue, appuyé contre le dossier, les jambes croisées, un carnet ouvert sur les genoux. Il portait un manteau sombre, ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, et son visage, éclairé par la faible lueur du lampadaire cassé, était difficilement discernable. Quand leurs regards se croisèrent, il ne détourna pas les yeux. Clara, elle, baissa la tête, serra son sac contre elle et continua son chemin. Son cœur s'emballa un peu, non pas par peur, mais par une sensation indéfinissable. L'étrange surprise d'être observé. Le lendemain, il était de nouveau là. Même banc, même carnet, même silence. Et Clara, sans comprendre pourquoi, s'arrêta elle aussi devant la vitrine, feignant d'admirer la robe, mais sentant son regard pesant. Cette fois, il leva la main dans un bref geste, presque un signe de la main, presque une excuse d'être là. Clara ne répondit pas. Elle s'engaga dans la rue adjacente et disparut. Cela dura une semaine. Chaque soir, à la même heure, il prenait place comme les acteurs d'une pièce muette. Lui sur le banc. Elle devant la fenêtre, la robe entre eux comme un prétexte silencieux, jusqu'à ce vendredi où le vent s'était rafraîchi et les rues désertes. Il se leva, traversa la rue et s'arrêta près d'elle. Pas trop près, juste assez près. « Tu viens ici tous les soirs ?» dit-il, sans poser de questions. Clara lui jeta un coup d'œil en coin. De près, il paraissait plus jeune qu'il n'y paraissait. Ses yeux sombres et profonds semblaient empreints d'une vieillesse, et ses grandes mains,
tenait le carnet avec une fermeté délicate. Il ne souriait pas, mais il n'avait rien de menaçant non plus. Il semblait simplement connaître la solitude. « J'aime regarder, » répondit Clara presque sans voix. « La robe ? Une vitrine ?» Il resta silencieux un instant, fixant l'étoffe couleur sable comme pour tenter de comprendre ce qu'elle y voyait. Puis il dit à voix basse « Je dessine les gens qui s'arrêtent ici. Cette rue est bien éclairée la nuit, mais vous êtes la seule à revenir chaque jour. » Clara sentit son visage s'empourprer, non par vanité, mais par honte. L'idée d'être observée dans ces moments les plus vulnérables lui donnait envie de disparaître. Elle recula d'un pas, mais il ouvrit le carnet et lui montra une page. Là, au crayon graphite, elle était. Pas tout à fait, elle. Une version plus douce, plus lumineuse, avec les mêmes cheveux attachés et le même sac usé, mais avec quelque chose dans le regard que Clara n'avait jamais vu en elle. Une dignité, une beauté discrète. « Tu m'as dessiné », dit-elle d'une voix tremblante. « Tu m'as donné envie de dessiner », a-t-il répondu. Il s'appelait Raphaël. Il avait 32 ans et travaillait comme restaurateur de meubles anciens dans un atelier près de la rivière. Il vivait seul dans une maison à 2 étages qu'il louait, entourée de bois, de papier de verre et d'odeurs de vernis. Il n'avait pas de famille à proximité. Sa mère était décédée quand il était jeune, et son père vivait à la campagne, dans un silence qui tenait moins de la solitude que de la résignation. Raphaël dessinait depuis l'enfance, mais il n'avait jamais montré ses dessins à personne. Non par peur du jugement, mais par l'étrange conviction que ce qu'il faisait était trop intime pour être dévoilé. Clara ne savait que faire de son attention. Elle se méfiait, non par méchanceté, mais parce que la vie lui avait appris que personne n'offre rien, sans rien attendre en retour. Lorsque Raphaël lui proposa d'aller prendre un café, elle refusa. Le lendemain soir, lorsqu'il se présenta avec un nouveau dessin, dos à l'objectif, le regard tourné vers la vitrine, sa robe se reflétant dans le verre comme un fantôme doré, elle accepta le papier sans le remercier. Elle le glissa dans son sac et partit rapidement, comme si ce geste était trop risqué à accepter en public. Chez elle, assise sur son lit, elle déplia soigneusement le dessin. Elle le contempla longuement. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un y avait décelé quelque chose qui méritait d'être conservé. Quelque chose qui valait la peine d'être immortalisé. Et cela la blessait plus que n'importe quelle offense, car la gentillesse, lorsqu'elle arrive tardivement, est toujours accompagnée de tout ce que nous avons enduré sans elle. Les jours passèrent, et Clara et Raphaël commencèrent à discuter. Pas de choses importantes. Du froid, de la rue, des bruits du centre-ville la nuit. Il lui parla des chaises qu'il avait restaurées, comment il avait enlevé les couches de vieilles peintures jusqu'à retrouver le bois d'origine, comment chaque pièce recelait une histoire. Clara écoutait attentivement, et il le remarqua. Il comprit qu'elle l'écoutait vraiment, et non qu'elle attendait simplement son tour pour parler. Peu à peu, Clara commença à se remémorer des bribes de sa vie. Sa mère disparue, sa sœur distante, son travail à la boulangerie, le patron qui l'avait réprimandé. Son salaire qui couvrait à peine le mois. Elle ne parlait pas par apitoiement sur elle-même, mais avec une objectivité froide qui, au fond, était l'armure qu'elle portait pour ne pas s'effondrer. Raphaël écoutait, sans l'interrompre, sans proposer de solution, sans affirmer que tout irait mieux. Il écoutait, tout simplement. Et pour Clara, c'était une révolution. Un mercredi soir, il lui a demandé pourquoi elle ne venait jamais dans le magasin. « Parce que je connais le prix », a-t-elle dit. « Et si le prix n'avait pas d'importance ?»« Mais ça compte ?»« Pour qui ?» Clara garda le silence. Elle ne savait pas quoi répondre. Ou peut-être le savait-elle, mais la réponse était trop longue pour tenir sur ce trottoir. Ce qu'elle ne disait pas, et qu'elle ne dirait peut-être jamais, c'est que la robe n'était pas l'essentiel. Elle représentait tout ce qu'elle symbolisait. La possibilité d'être belle sans s'excuser, d'occuper sa place sans s'excuser d'exister, de se regarder dans le miroir et de voir une personne qui méritait le meilleur. La robe était un fantasme de dignité. Et Clara, qui n'avait jamais eu le luxe de rêver en grand, se contentait de rêver à travers le miroir. Un samedi, Renata appela. C'était son anniversaire et elle voulait que Clara vienne. Ce sera simple, à la maison, en famille. Clara savait que « famille » désignait le mari de Renata, ses amis et tous ceux qui la regardaient comme une tache sur un beau tableau. Mais elle accepta, car il y avait encore en elle une petite fille qui aspirait à appartenir à un groupe, à être invitée, à s'asseoir à table et à se sentir enfin à sa place. Le jour de la fête, Clara avait mis sa plus belle tenue, un chemisier blanc tout simple et une jupe foncée qui ne lui allait plus. Elle s'était coiffée, avait appliqué un vieux rouge à lèvres et était sortie. La maison de Renata était magnifique, pleine de plantes, de coussins et de photos de voyage. Les invités riaient aux éclats,
un verre de vin à la main, et discutaient de choses que Clara ignorait. Restaurant, séries télévisées, vacances à la plage. Elle restait dans un coin, un verre de jus à la main, souriant quand on la regardait, tout en sachant pertinemment que personne ne la regardait vraiment. Renata s'approcha, ajusta le col du chemisier de Clara et dit doucement « Tu aurais pu t'habiller un peu mieux, non ?» Ce n'était pas par méchanceté, c'était par habitude, par ce sentiment involontaire de supériorité qui naît quand l'un a plus que l'autre et que l'un ne sait pas comment gérer la situation. Clara resta jusqu'au gâteau. Elle chanta « Joyeux anniversaire » d'une voix assurée, serra sa sœur dans ses bras, prit un morceau de gâteau enveloppé dans une serviette et partit. Dans le bus du retour, regardant par la vitre sale, elle pensa que l'appartenance était peut-être quelque chose qui se gagne et non quelque chose qui se reçoit, et que peut-être avait-elle attendu trop longtemps quelque chose que personne ne lui donnerait jamais. Ce soir-là, elle passa devant la vitrine et Raphaël était là. Il la regarda et la remarqua. Il ne lui demanda pas ce qui s'était passé. Il dit simplement « Tu veux aller te promener ?» Ils marchèrent en silence dans des rues que Clara connaissait par cœur, mais qui, à cet instant, lui parurent différentes, plus larges, plus aérées. Soudain, il s'arrêta devant un vieux mur couvert de mousse et sortit son carnet. Là, d'un trait rapide et assuré, il esquissa le profil de Clara à la lueur du lampadaire. Il arracha la page et la lui tendit. « C'est toi, dit-il, pas celui que les autres voient, le vrai toi. » Clara tenait le papier et sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas qu'un simple dessin. C'était un miroir, mais un miroir plus juste, plus honnête, plus généreux que tous ceux qu'elle avait jamais vus. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus invisible. Elle se sentait enfin comprise. Les jours suivants furent différents. Non pas à cause d'un événement majeur, mais parce qu'un petit changement s'était opéré en elle. Clara commença à marcher la tête plus droite. À la boulangerie, lorsque M. Agénor s'écria que le comptoir était sale, elle le regarda droit dans les yeux et dit calmement « Je l'ai nettoyé il y a 10 minutes, M. Agénor. Vous pouvez vérifier. » Il resta silencieux, surpris, et ne cria plus de la matinée. C'était peu de choses, mais c'était un début. Raphaël l'invita à visiter l'atelier. Clara s'y rendit un dimanche matin, alors que le soleil inondait la pièce à travers les hautes fenêtres et que l'odeur du bois était chaude et douce. L'endroit regorgeait de chaises démontées, de commodes sans tiroirs, de tables marquées par le temps. Raphaël présentait chaque pièce comme s'il s'agissait d'une personne. « Celle-ci vient d'une maison démolie. Le propriétaire est décédé et ses enfants allaient tout jeter. Je l'ai prise parce que je pensais qu'elle méritait une seconde chance. » Clara passa la main sur le bois et sentit les rainures, les marques, l'histoire gravée à sa surface. Elle comprit. Ces objets lui ressemblaient, mis au rebut, ignorés, mais recelant en eux quelque chose qui valait la peine d'être découvert. Cet après-midi-là, il la dessina de nouveau. Cette fois, elle était assise à son établi, une tasse de café à la main, les pieds tout nus dans le vide. Clara sourit tandis qu'il la dessinait, un petit sourire retenu, comme un bouton de fleur qu'elle n'était pas encore sûre de pouvoir éclore. Raphaël la regarda par-dessus son carnet de croquis et sentit quelque chose s'agiter en lui, une douce sensation, comme une encre qui, enfin, trouve sa place. Il ne lui a pas dit qu'il l'aimait. Pas encore. Il avait la prudence de celui qui avait souffert et appris que les mots, prononcés trop tôt, peuvent effrayer plus qu'apaiser. Alors, il le montrait. Il le montrait dans les dessins qu'il faisait d'elle, dans le café qu'il préparait quand elle venait, dans la façon dont il écoutait chaque phrase comme si elle était précieuse. Et Clara, qui n'avait jamais été traitée ainsi, oscillait entre gratitude et crainte. Crainte de s'y habituer, crainte d'en avoir besoin, crainte que tout cela ne soit que passager, comme tous les bons moments qui avaient jalonné sa vie. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le banc devant la vitrine du magasin, le banc qui avait autrefois été le sien seul et qui leur appartenait désormais à tous les deux, Clara dit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu de dire. « J'ai peur que vous partiez. » Raphaël la regarda. Le vent ébouriffa ses cheveux, lâchés pour la première fois. Il ne promit pas de rester pour toujours. Il ne dit pas quelle était la femme de sa vie. Il dit simplement « Je suis là ». Et cela suffisait. Non pas parce que c'était suffisant, mais parce que c'était vrai. Et la vérité pour Clara était la chose la plus rare et la plus précieuse au monde. Les semaines passèrent et la robe était toujours en vitrine. Clara s'arrêtait encore pour la regarder, mais son regard avait changé. Elle ne la regardait plus avec faim, avec désir ardent, avec cette envie intense de posséder l'inaccessible. Elle la regardait avec une sorte de tendresse, comme si elle contemplait une vieille amie qui l'avait soutenue dans les moments les plus difficiles. La robe avait été son réconfort silencieux, sa petite parenthèse de beauté dans un monde si cruel.
Désormais, la beauté lui venait d'ailleurs. Un jour, Raphaël se présenta à la boulangerie. Clara fut surprise de le voir là, debout devant le comptoir, son carnet sous le bras et un léger sourire aux lèvres. Ce Agénor le regarda avec sa méfiance habituelle et lui demanda ce qu'il désirait. Raphaël commanda un café et un pain au fromage, s'installa à la table du coin et y resta toute la matinée à dessiner. Clara travaillait, servait les clients, faisait le ménage et le regardait de temps à autre. Chaque fois que leurs regards se croisaient, elle ressentait quelque chose d'inexplicable, une sorte d'ancrage, comme si enfin quelqu'un au monde savait exactement où elle se trouvait. À la fin de sa journée de travail, quand Clara ôta son tablier et détacha ses cheveux, Raphaël se leva et l'accompagna jusqu'à la rue. Ils s'arrêtèrent devant la vitrine, comme toujours. Mais cette fois, il lui prit la main. Un geste simple, sans prévenir, sans cérémonie. Ses doigts, rugueux à cause du papier de verre et du vernis, s'entrelacèrent aux siens, fins et secs, à cause de la javel. Et là, main dans la main devant une robe qu'elle n'achèterait jamais, Clara ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus éprouvé depuis l'enfance, le sentiment que quelqu'un avait choisi de rester. « Je veux te montrer quelque chose, » dit Raphaël. Il la conduisit à l'atelier. Au fond, recouverte d'un tissu léger, se trouvait une chaise. Pas n'importe quelle chaise, une chaise à haut dossier, en bois sombre, ornée de délicates sculptures qui semblaient artisanales. Raphaël souleva le tissu et Clara vit une gravure sur le dossier, la silhouette d'une femme devant une vitrine, les cheveux relevés et un vieux sac en bandoulière. C'était elle, gravée dans le bois, à jamais. « Je restaure des choses que le monde jette », dit-il d'une voix presque inaudible. « Mais vous êtes la première personne qui m'ait donné envie de créer quelque chose de nouveau. » Clara effleura le bois du bout des doigts. Elle sentit les rainures, les courbes, le souci du détail. Personne n'avait jamais rien fait de tel pour elle. Personne ne l'avait jamais transformée en œuvre d'art. Et là, dans cet atelier empli de poussière et de lumière, elle comprit que la robe en vitrine n'avait jamais été ce qu'elle désirait vraiment. Ce qu'elle voulait, c'était précisément cela. Être vue dans son intégralité, sans filtre, sans jugement, sans pitié. Être choisie non pas malgré qui elle était, mais précisément grâce à qui elle était. Elle n'a pas dit merci. Elle n'a pas dit qu'elle l'aimait. Elle a simplement posé sa tête sur son épaule, fermé les yeux et pris une profonde inspiration, comme quelqu'un qui avait retenu son souffle pendant des années et qui se souvenait enfin comment respirer. Des mois plus tard, un mardi après-midi comme les autres, Clara passa devant la vitrine et remarqua que la robe avait disparu. À sa place se trouvait un mannequin nu, sans vêtements, sans ornements, sans raison d'être. Le magasin était en solde, et la robe avait été vendue à une femme qui la porterait probablement une seule fois avant de l'oublier au fond de son placard. Clara fixa l'espace vide et ressentit une étrange pointe de nostalgie, non pas de tristesse, mais de sentiment d'accomplissement, comme lorsqu'on termine un livre qui nous a accompagnés pendant longtemps. Ce soir-là, en arrivant à l'atelier de Raphaël, elle trouva un paquet sur l'établi. Simple, fait de papier kraft et de ficelle, elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un carnet neuf, à la couverture de cuir, et sur la première page, un dessin d'elle souriante, les cheveux défaits et les pieds nus. En dessous, d'une petite écriture soignée, il avait écrit « Pour Clara, qui m'a appris que les plus belles choses du monde ne se trouvent pas en vitrine. » Elle serrait le carnet contre sa poitrine et restait là, au milieu de cet atelier imprégné d'odeurs de bois et de temps, ressentant la légèreté d'être aimée par quelqu'un qui ne voulait ni la changer, ni la réparer, ni la rendre meilleure ou moins bonne qu'elle ne l'était. Quelqu'un qui l'avait trouvée devant une fenêtre, contemplant ce qu'elle ne pourrait jamais avoir, et qui avait décidé de lui montrer qu'elle avait déjà tout ce qu'il lui fallait. Raphaël apparut sur le seuil, appuyé contre le chambranle, les mains dans les poches, et ce léger sourire que Clara connaissait désormais par cœur. Il ne dit rien, il n'en avait pas besoin. Un langage s'était instauré entre eux, un langage qui se passait de mots, faits de silences partagés, de dessins au graphite, de mains rugueuses qui se frôlèrent dans l'obscurité. Clara ouvrit le carnet à une page blanche et la regarda. « Apprends-moi à dessiner ?» Raphaël rit, un rire grave et chaleureux, comme du bois qui crépite dans un feu. « Vous le savez déjà, dit-il. Simplement, personne n'a jamais tenu le journal. » Et là, dans cet atelier isolé près du fleuve, tandis que la nuit tombait sur la ville et que les vitrines des magasins du centre-ville s'éteignaient une à une, deux êtres que le monde avait ignorés trouvèrent l'un dans l'autre ce qu'ils avaient toujours cherché. Ni la perfection, ni la richesse, ni l'approbation de quiconque, simplement l'immense et profonde certitude qu'exister aux côtés de quelqu'un qui nous voit vraiment est la plus pure beauté que la vie puisse offrir.
Et la robe couleur sable, où qu'elle soit, n'avait plus d'importance. Car Clara avait découvert quelque chose qu'aucune vitrine ne saurait contenir. La véritable valeur d'une personne ne réside ni dans ses vêtements, ni dans ses possessions, ni dans le jugement d'autrui. Elle réside dans le courage silencieux de continuer à exister, jour après jour, avec dignité, même en l'absence de tout regard. Sauf que, dans cette rue sombre du vieux centre-ville, quelqu'un était là. Et ça a tout changé.